Macron-Le Pen, Le Pen-Macron, la droite absente, la gauche défaite, la politique française tourne une page. Mais qu'y a-t-il derrière ce duel inédit? Politique, économie, géographie, deux France apparaissent. France dans l'Europe contre France des frontières, libre-échange contre protectionnisme, France des villes contre France des périphéries. Sont-elles réconciliables? Vivons-nous une parenthèse ou une nouvelle donne, un ordre ou un désordre? Voici l'émission politique pour comprendre un monde nouveau. Bonsoir à tous ou rebonsoir. Bonsoir Léa. Bonsoir David. Oui, derrière cette présidentielle atypique, il y a une réalité qui nous saute au visage en quelque sorte et qu'on va essayer de bien cerner, Léa. Absolument, et bonsoir à tous. Cette réalité, c'est celle de ces deux France dont on vous parle depuis plusieurs mois. Est-ce le bon diagnostic? Qui sont-elles, ces deux France? Et en quoi cette fracture est-elle irréductible? C'est tout l'enjeu de ce soir. Et pour cela, on va procéder en 3 temps. Disons-le tout de suite, ce sera un événement tout à l'heure. Le plus grand, en tout cas le plus lu des écrivains français, viendra nous donner son sentiment. Michel Houellebecq, qui a si souvent pointé ce désarroi occidental, sera avec nous en direct tout à l'heure. Mais avant cela, le programme, il sera riche, Léa. Oui, juste avant, ce sera le choc de deux visions, de deux programmes. Dans la foulée du débat d'hier soir, deux conseillers de premier plan des deux candidats vont se faire face ce soir sur les questions économiques qui auront dominé cet entre-deux tours. Et François Langler viendra évidemment nous rejoindre pour parler protectionnisme, euro et pouvoir d'achat. Mais d'abord, le grand forum. Regardez, ils sont tous, chacun dans leur registre, de grandes voix d'aujourd'hui. Nicolas Hulot, Éric Dupond-Moretti, Natacha Polony, Charles Becbédé, Eugénie Bastier, Olivier Duhamel. Bonsoir à tous. Que nous dit cette montée des populismes? Pourquoi la gauche et la droite n'ont pas su y faire face? N'est-ce vraiment qu'un simple accident de parcours? C'est la question que nous vous poserons à chacun. Mais en guise d'introduction, on va d'abord fixer les choses. Léa. Et oui, pour démarrer cette soirée, parole à un démographe. Bonsoir à vous, Hervé Lebras. Merci d'être avec nous. Vous avez établi les cartes du vote, les cartes de ces deux France. Alors, où a-t-on voté le plus? Marine Le Pen. Et quelle a été la géographie du vote Macron? Montrez-nous, remontrez-nous ça. Le vote pour Marine Le Pen, c'est essentiellement, et depuis très longtemps, pour toute la famille Le Pen, c'est un grand nord-est, c'est une grande partie de presque tout le rivage méditerranéen et la vallée moyenne de la Garonne. Ce qui est intéressant, c'est que, et symptomatique, ce sont des régions qu'on retrouve quand on cherche à quels endroits le chômage est le plus élevé, à quels endroits les jeunes sont le moins diplômés, à quels endroits le taux de pauvreté est le plus élevé, à quels endroits la proportion de familles monoparentales est la plus élevée, à quels endroits il y a le plus de différences et d'inégalités localement. Ces 5 cartes sont presque les mêmes que celles que vous voyez. Donc la France qui est derrière le vote, en termes de région, qui est derrière le vote pour Marine Le Pen, c'est en grande partie une France qui souffre plus que le reste de la France, et une France qui très souvent souffre parce qu'elle n'a pas de perspective et parce qu'autour d'elle, elle voit en grande partie la société se déliter. Mais c'est vrai à un niveau régional. On va voir qu'il y a d'autres sortes de deux France. On va vous redemander un mot des causes, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que parfois, à quelques kilomètres seulement de distance, à l'intérieur même des départements, il y a un clivage très net. Oui. C'est le second clivage, et là aussi on parle de deux France, mais ce n'est plus du tout la même chose. C'est la France des villes contre la France, on l'a appelée périphérique, disons, contre la France des villages et des personnes qui vivent justement loin des villes, des territoires. Vous nous montrez le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, pourquoi? 2 départements. C'est un département, c'est au fond l'Alsace d'ailleurs, ou l'ancienne Alsace, puisque ça a été changé avec la réforme des régions, mais c'est une région très typée, et vous voyez que dans les grandes villes, les 3 grandes villes, on a voté préférentiellement pour Macron, alors que dans tout le reste du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, donc de l'Alsace, on a voté préférentiellement
pour Marine Le Pen. Alors vous me direz, pourquoi cette différence? On pourrait penser que c'est parce que les campagnes sont... il y a plus de chômage, plus de jeunes sans diplôme, plus d'inégalités, plus de familles monoparentales. Ce n'est pas du tout le cas. Les campagnes se portent plutôt mieux de ce point de vue-là. Mais dans les campagnes et dans les zones périphériques, il y a très peu de personnes très diplômées, très peu de cadres. La société est au fond un peu décapitée, si vous voulez. C'est-à-dire que elle est limitée aux classes populaires et aux classes sous-moyennes, ce qu'on appelle souvent les professions intermédiaires. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Hervé Lebras, c'est que vous dites que le vote FN, c'est plus un vote de malaise face à la modernité plutôt qu'un vote de colère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, c'est dans ce qui arrive, justement particulièrement dans cette carte qu'on vient de voir de l'Alsace, c'est que les personnes qui sont assez éloignées des grands centres, d'abord ont peu de contact avec, au fond, avec l'étranger, avec tout ce qui se passe dans le monde, qu'elles sont de plus en plus coupées des grands centres parce que les services publics ont progressivement disparu, parce que ce qui était quand même des lieux de rencontre comme des petits commerces ont disparu au profit de grandes surfaces qui sont assez lointaines. Et donc il y a plus qu'un sentiment, je dirais, de désespérance sociale, il y a un sentiment d'être abandonné, d'être isolé. Et aussi, de la même manière que ce que j'ai dit pour la grande différence entre le Nord et les parties Ouest et Sud-Ouest, il y a aussi ce sentiment de ne pas avoir de perspective. Si vous êtes un ouvrier au chômage dans la banlieue parisienne, c'est dur, mais vous avez l'espoir, vous êtes dans un grand marché de l'emploi, il y a des opportunités, vous pouvez penser que vous vous en sortirez. Si vous êtes un ouvrier qui est du côté un peu au-delà, prenons une ville emblématique un peu au-delà de Amiens, à une quarantaine de kilomètres du côté de la baie de Somme, et que votre usine ferme, ça va être très dur de retrouver du travail. Vous avez très peu de perspectives devant vous. On peut même aller plus loin. Un politologue ou même un sondeur, Jérôme Fourquet, a montré que quand on regarde de près, le vote du Front National s'accroît avec la distance avec la gare la plus proche. Donc ça vous montre ce phénomène d'isolement de façon assez symbolique. Et dernière chose, c'est pas seulement aux démographes, mais à l'observateur de manière plus générale, voire aux citoyens que je m'adresse. Cette fracture-là, vous la voyez arriver depuis longtemps. Vous pensez qu'elle s'inscrit dans la durée, qu'elle est là pour longtemps? Hélas, elle est inscrite dans la durée. Je l'ai dit au tout début, le vote, la différence de vote de Front National selon les régions, qui va du simple au double, existait dès 1984, dès le premier vote où Le Pen a fait, disons, cette fois-là, 12,4% des voix. Et c'est la même carte ou presque, il y a des nuances, il y a des petits mouvements, mais grosso modo, c'est les grandes régions que j'ai décrites. Donc il y a un vrai problème structurel. Et si je peux ajouter un mot, je regrette que dans l'émission d'hier, outre le caractère assez fantasque de cette émission, que ces problèmes-là n'aient pas été abordés. Ceux de la désertification. Les problèmes d'inégalité territoriale. Comment faire face, justement, et pour répondre à votre question, comment éviter que cette fracture qui augmente soit plus ou moins résorbée, parce que les deux phénomènes que j'ai, dans les deux cas que j'ai indiqués, d'un vote présidentiel à l'autre, les différences augmentent. Les différences entre ville et campagne augmentent, les différences entre la partie nord-est et sud-est d'un côté et le reste augmentent aussi. Merci Hervé Lebras. Voilà, en quelque sorte, pour le constat, la parole à nos invités. Et pour nourrir votre débat, ces réflexions sur ceux qui incarnent ces deux France, Clément Le Goff et Chloé Cormery sont allés à la rencontre des Français. Oui, avec Julie Martin et Ludovic, ils se sont rendus à Nyons, dans la Drôme, et à Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse. Quelle perception d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen ont les gens qu'ils ont rencontrés? Quand on leur montre une photo des deux candidats, quels sont les mots qui leur viennent? Regardez leur reportage. Allez-y, monsieur, dames, on profite. Il y a les fraises et l'asperge, c'est pas cher aujourd'hui, on profite. On vient d'arriver à Nyons, c'est tout au sud du département de la Drôme, un département qui a voté un peu comme la France au premier tour, Emmanuel Macron puis Marine Le Pen, et on va aller à la rencontre de ses électeurs. Bonjour, est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Oui? Et alors dites-moi, Celui-là. Pourquoi? Comme ça. Quelles sont ses qualités selon vous? Moi je trouve qu'il est quand même un peu plus, il connaît quand même mieux au point de vue économique et tout, il connaît quand même mieux. Celle-là,
c'est tout. C'est ça que Il a la stature présidentielle pour vous? moi, oui, même s'il est jeune. Parce que la jeunesse, c'est un défaut? Non, c'est une qualité. Mais vous dites même s'il est jeune. Eh bien oui, parce qu'il y en a beaucoup qui le critiquent parce qu'ils disent qu'il est jeune. Mais moi, je dis même qu'il est jeune, c'est bon. Quelles sont les qualités de Marine Le Pen? Je pense que c'est une combattante, je pense qu'elle est sincère. Alors lui, et puis l'Europe actuelle ne nous convient plus. Il a des convictions et il les appliquera. C'est ça qui vous plaît chez Marine Le Pen? Envers et contre tous. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez chez Marine Le Pen, vous? Elle dit la vérité, elle dit ce qu'elle pense. Moi, c'est pareil, c'est ce que je pense. Elle ne propose rien. Elle ne propose rien comme lui. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il n'y a plus d'argent sur les comptes. Comment on va faire? Vous voulez goûter ma tapenade? Non. Qu'est-ce qui vous séduit en Emmanuel Macron? Justement le fait qu'il soit jeune et qu'il en veuille, et que voilà, que ce soit un parti politique un peu différent des autres. Disons qu'il y a une notion chez lui de rassemblement qui peut être une espérance pour l'avenir. Mais je pense qu'il n'a pas encore assez l'habitude de cette politique médiatique où il faut quand même être un tout petit peu plus incisif. Et voilà, il est peut-être un peu trop gentil, mais il a bien fait de garder son calme hier soir en tout cas. Oui. Marine Le Pen, j'aurais envie justement pour la nouveauté. Voilà, pour se dire, on a eu la droite, on a eu la gauche. Pourquoi pas essayer celle-là, après tout? Pourquoi pas essayer? Ça peut être l'horreur, comme ça peut être bien pour la France. On n'en sait rien, on n'a pas essayé. C'est quoi, vous? Moi, je fais de la pub pour un concert de musique classique. Ah bon, rien à voir. Rien à voir. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui, j'ai fait mon choix. Lui, il paraît qu'il a pris des cours de chant. Ah bon? Oui, parce qu'il crie tellement qu'il s'est cassé la voix et qu'on lui a appris à respirer. Et voilà. Et vous pensez que sa voix portera? Oh oui, j'espère bien quand même. Et un peu plus au sud, direction le Vaucluse. Ici, c'est Marine Le Pen qui est arrivée largement en tête au premier tour. Et nous, on a rendez-vous dans un thé dansant. Oh, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous parle ou pas dans ces deux candidats? Lui, il a des connaissances, c'est un gars instruit, c'est un gars... J'ai l'aime mon chapeau, maintenant, c'est peut-être pas, comme tout le monde, il a des qualités et des défauts. Il avait plus de détails dans les chiffres et tout, il était plus convaincant et je le crois. C'est le marreau de tout qui fait que les gens votent pour elle, c'est tout. Et vous aussi? Moi aussi, oui. Moi aussi, oui. Je ne regarde pas le parti, moi. Ni le parti, ni la religion. Je regarde ce que la personne peut nous amener. C'est tout. Et lui, il ne nous amènera rien, lui. Pour nous, il ne nous amènera rien du tout. Et elle, qu'est-ce qu'elle peut vous amener alors? Déjà la retraite, déjà la retraite. Il y a quelqu'un qui a parlé des petites retraites. Voilà. Elle défend les petits. Donc il y a deux choix à cette table. Absolument. Il y a le camp de Marine Le Pen et le camp d'Emmanuel Macron. Eh oui, pourtant on s'aime bien. Il y a 3 Marines et 2 Macron. Et tout le monde va danser ensemble. Évidemment, danser ensemble. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Voilà, heureusement qu'on s'aime bien. Un reportage réalisé avec Ludovic Lavieille. Voilà pour la perception des personnalités. Je m'adresse à vous d'abord, Nicolas Hulot. Vous êtes une voix qui compte. Dans cette présidentielle, vous vous êtes adressé à tout le monde, mais vous n'avez soutenu finalement aucun candidat. On va parler de l'environnement dans quelques secondes, mais d'abord, votre sentiment à vous sur cette montée des populismes, comment la comprenez-vous? Je pense qu'il y a une grande désillusion. Il y a une désillusion parce que la mondialisation, elle est apparue comme un faux espoir. On a pensé qu'en s'ouvrant au monde, on a pensé que grâce à Internet, la télévision, en se connectant, on allait se relier et qu'on allait mutualiser nos intelligences, nos expériences et nos compétences. Et en réalité, j'observe en France comme ailleurs que la mondialisation, pour finir, elle nous a connectés, mais elle ne nous a pas reliés. Et elle n'a fait que confronter les inégalités. Et la rupture dont parlait Hervé, en fait, c'est une rupture entre les inclus et les exclus. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, les exclus, ils ont vu sur les inclus. Et ça, c'est une forme de violence. Et c'est, à mon avis, ce qui explique la violence du monde, parce qu'on voit bien que cette mondialisation, c'est un jeu à somme nulle. Ce qu'on gagne ici, on le perd là.
Et donc, ces inégalités, qu'elles soient démocratiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient liées à l'espérance de vie, qui sont vraies d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, mais qui sont vraies d'un côté et de l'autre du périphérique parisien, vous ne pouvez pas condamner ceux qui n'ont pas la même attention, la même estime, la même chance à observer les bras croisés, ceux qui ont tiré à leur épingle du jeu parce qu'ils sont nés au bon endroit. Mais Nicolas Hulot, vous dites Emmanuel Macron pour le second tour. Emmanuel Macron, c'est un vote de raison, pas un vote d'adhésion pour moi. Alors justement, est-ce que vous pensez que cet homme-là réussira à parler à cette France des exclus, à trouver les mots pour leur parler? Ou est-ce que par définition, ce qu'il incarne, ce qu'il est, va à l'encontre de ça? J'en sais rien, je ne connais pas suffisamment, je l'espère. On a encore de l'espoir. On a de l'inquiétude, mais on a encore de l'espoir. De l'autre côté, on a plutôt de l'angoisse et plus d'espoir. On ne le connaît pas suffisamment, mais... Parce qu'il va falloir la réconcilier. Personne ne peut être au contact de toutes les réalités, de toutes les exclusions, de toutes les discriminations. Et souvent, les hommes politiques ont une vision statistique, mais ils n'ont pas une vision charnelle. Quand j'ai lancé avec, au départ, 80 ONG, de ATD Quart Monde à la Ligue des droits de l'homme, en passant par le Secours islamique, Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, l'appel des solidarités, c'était pour dire que la solidarité, ce n'est plus une option. Si on veut aspirer à vivre en paix, il vaut mieux répartir la richesse. Et il faut remettre à plat un modèle économique, mais qui n'est pas un modèle qui partage. Ce n'est pas un modèle qui préserve, c'est un modèle qui épuise les ressources et c'est un modèle qui concentre les richesses. Vous savez, Edgar Morin, il analyse très très bien la situation, parce que la crise qu'on traverse, elle est plus profonde qu'une simple crise politique. D'ailleurs, si c'était qu'une crise, il y a longtemps qu'elle serait derrière nous. Il dit, nous sommes technologiquement triomphants et culturellement défaillants. Et c'est bien ce qui exacerbe et qui irrite les gens, c'est que les moyens sont là. L'argent, il est là. Mais la technologie, elle est là. Nicolas Hulot, quand vous dites, quand vous pointez l'absence de solidarité, la redistribution aujourd'hui en France, elle est plus forte que jamais dans notre histoire. Elle est beaucoup plus forte aussi que dans les autres pays qui nous entourent. Est-ce que vous ne voulez pas plutôt parler d'une forme d'humanité, de lien social Qu'il n'y ait pas suffisamment d'humains, que nous ne profitions pas d'ailleurs d'une campagne présidentielle pour redéfinir ensemble une vision, ce qui appartient au progrès, ce qui n'appartient pas au progrès, parce qu'on confond sans arrêt progrès et performance. Certes, je ne pense pas qu'on ait fait cet exercice-là. Mais la redistribution dont vous parlez, pardon de vous le dire, elle n'est pas si évidente que ça. Déjà, à l'échelle du monde, vous avez 1% qui concentre 93% de la planète. Là, je parlais vraiment de notre pays. Enfin, même à notre échelle, est-ce qu'il y a une certaine équité dans la redistribution et dans l'effort et dans la solidarité? Quand vous avez un pan entier de l'économie qui s'est organisé en toute légalité, mais en toute immoralité pour échapper à l'impôt ou à une partie de l'impôt, notamment par ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, est-ce que vous pensez que ça, ce n'est pas une forme de violence? Et c'est ce type, je dirais, de situation avec lesquelles nous nous accommodons, qui est devenu une forme de norme, parce que c'est légal, mais c'est absolument immoral. Il n'y a pas besoin forcément d'être Mélenchon pour s'en indigner. Je pense que la gauche et la droite devraient s'en indigner. Ça devient insupportable, plus aujourd'hui encore qu'hier. C'est insupportable, parce que si on récupérait cette évasion fiscale légale, mais on ne condamnerait pas les pays du Nord et la France à l'austérité et les pays du Sud à la misère. C'est de cette imposture dont il faut sortir. S'il y a une raison de refaire l'Europe, c'est de s'allier à 28 pour faire en sorte que l'on mette fin justement à cette évasion fiscale qui, au passage, représente à peu près le déficit budgétaire de l'Europe ou de la France. Une fortune, c'est sûr. Donc, très sincèrement, c'est des messages, des propos qu'on entend en général, effectivement, à gauche de la gauche, mais il n'y a pas besoin, me semble-t-il, de les arrimer forcément à un ancrage dogmatique ou idéologique pour s'en effarer. Alors, avant de passer la parole aux autres intervenants, une toute dernière question à vous, Nicolas Hulot. On va faire simple, vous êtes un homme en colère, vous avez regardé le débat hier, 2h30 de débat, pas un mot sur l'écologie. Je suis triste parce que c'est par définition un sujet qui nous concerne tous. J'ai le sentiment qu'il en est des journalistes, comme de la classe politique, parce qu'on aurait pu leur tendre la perche. Chacun a sous-estimé l'importance de ce sujet. Pour beaucoup, c'est une variable d'ajustement. Alors justement, pourquoi est-ce qu'il a été sous-estimé, ce sujet? Est-ce que par rapport à ces deux France, et à cette France qui souffre notamment à ce malaise social, est-ce que l'écologie ou les réponses environnementales sont des bonnes réponses, ou au fond, l'enjeu écologique, est-ce que c'est réservé aux riches? La crise climatique, non, c'est un devoir de riches. Et la crise climatique, comme la crise écologique, elle n'occasionne pas, sous nos latitudes, des souffrances immédiatement palpables. On ne fait pas une relation de cause à effet. Mais elle est en train de mettre en gestation le chaos de demain. Voilà. Et au passage, quand on parle de la crise climatique, qui souffre au moment où nous parlons?
Qui sont les 30 millions de personnes qui rejoignent le chemin de l'exode chaque année à cause des changements climatiques, qui subissent la conséquence d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité, mode de développement qui, au passage, si on veut être juste, s'est fait souvent sur leur dos. Donc c'est la pierre angulaire de la justice sociale et de la dignité humaine. Mais en France également. Regardez simplement, ça va vous paraître peut-être anecdotique, mais là, on est au début du mois de mai, la situation hydrique de la France. Où que vous alliez en province, les paysans sont déjà alarmés parce que les réserves en eau sont déjà normalement dans la situation dans laquelle elles devraient être à la fin du mois d'août. La précarité énergétique, ça touche des millions de foyers français. Donc le lien entre l'écologie et la dimension sociale, il est évident et c'est dommage que les observateurs, et notamment les acteurs politiques, après la conférence de Paris qui a quand même ni plus ni moins dit d'un diagnostic commun, 196 États, que c'était ni plus ni moins l'avenir de l'humanité qui se jouait, j'ai l'impression qu'on est très vite frappé d'amnésie. Alors on va ouvrir le débat. Natacha Polony, bonsoir. Vous êtes journaliste, essayiste. Vous avez regardé le débat hier? Oui, bien sûr. Âpre, violent, fracassant. Est-ce qu'il était à l'image des fractures de la France? Disons que la violence qui est ressortie de ce débat, en effet, nous raconte l'état de la France. C'était assez consternant, je pense, pour tous ceux qui ont regardé. D'abord parce qu'il y a en France eu un appétit de dignité, de grandeur, et que là, pas la moindre vision de la France n'est ressortie de ce débat. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être passé à côté des enjeux. Mais je pense que la question sous-jacente, quand on parle de ces fameuses deux France, d'abord c'est plus complexe, c'est assez caricatural de parler de deux France, mais bon, allons-y, il faut surtout préciser une chose. Ce qu'on appelle la mondialisation, c'est un fait. Ça existe depuis toujours, les échanges, etc. En revanche, ce qui n'est pas un fait, mais une idéologie, c'est ce qu'on appelle la globalisation néolibérale qui s'appuie sur le libre-échange, sur le dogme du libre-échange. Or, ça a certes sorti des gens de la pauvreté, dans le monde entier, des Indiens, des Chinois, oui, qui sont sortis de la très grande pauvreté. Mais ça ne s'est pas fait grâce à une redistribution équitable des richesses. Les riches n'ont rien payé, au contraire, ils se sont encore plus enrichis. Ceux qui ont payé cette sortie de l'extrême pauvreté des plus pauvres, des plus démunis, ce sont les classes populaires et les classes moyennes des pays occidentaux. Et ça, c'est prouvé notamment par un économiste qui s'appelle Branko Milanovic, qui a mis en place une courbe qui raconte exactement cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qu'on a vus dans votre reportage, qui aspirent tout simplement à vivre selon des liens de solidarité qu'on a vus dans des lieux de sociabilité, de vivre heureux, tout simplement. Eh bien, ces gens-là, on leur fait payer la mondialisation, on leur fait payer à eux le fait d'aider des plus pauvres. Et encore, le but n'est pas d'aider les plus pauvres. Le but est de faire en sorte d'aller trouver des gens qui accepteront des salaires moindres un petit peu plus loin. Et c'est tout cela aujourd'hui qui a une répercussion sur le lien social dans notre pays. Pourquoi? Parce que tous ces gens, on vient leur expliquer... Vous êtes nostalgique d'un temps où la France avait des services publics, où dans votre Drôme ou dans votre Vaucluse, il y avait des liaisons ferroviaires. C'est criminel. En fait, cette nostalgie-là, elle est mal. Il faut être ouvert sur le monde. C'est fini ça, non, Natacha Polony? C'est fini de dire cette nostalgie, elle est mal, d'une certaine manière. On en a beaucoup parlé. Eux, ils le ressentent. Cette tentation du c'était mieux avant, cette nostalgie-là, il semble quand même que c'est devenu une idée majoritaire. C'est plus mal de penser ça. La question n'est pas que ce soit une idée majoritaire, la question est celle du discours dominant. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas que derrière cela, il n'y a pas l'idée, la nostalgie d'une France qui aurait eu une identité figée, blanche, chrétienne, etc. Ces gens-là, ils ne pensent pas à ça. Ces gens-là, ils pensent encore une fois au moment où la France était un pays qui mettait en place des solidarités, de la redistribution. La redistribution dont vous parliez tout à l'heure, bien sûr qu'il y a une redistribution extrêmement forte en France. Mais elle est totalement absorbée par le chômage de masse, par ce chômage qui a été créé par un système qui a détruit nos filières industrielles, nos filières agricoles. Donc c'est une redistribution en fait qui ne sert pas à créer des hôpitaux, du service public, des écoles. Et sans doute encore moins des perspectives. Bonsoir Éric Dupond-Moretti, vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous vous définissez comme étant de gauche, un peu par tradition familiale. Je résume un peu. Est-ce que vous, cette France, cette deuxième France qui nous saute au visage aujourd'hui, vous la ressentez aussi de cette manière-là, à travers ceux que vous défendez, à travers ceux que vous côtoyez parfois, comme cette France qui se sent au bord de la route? Vous imaginez quelle catastrophe que de nous voir réunis ce soir pour constater qu'il y a deux France. C'est absolument impensable, ça.
Pourquoi? Pourquoi? Parce que la France, elle est une, éternelle, qu'il n'y a pas les patriotes d'un côté, les autres, et que l'on doit faire ce constat, c'est affligeant. Alors, il y a sans doute la mondialisation, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il y a d'autres choses. Il y a aussi que les alternances politiques que notre pays connaît démontrent à l'évidence que les gens ne sont pas contents et qu'ils retiennent les promesses qui leur sont faites. Et au bout d'un moment, tout ça, ça s'accumule, parce que l'histoire des déficits, ça n'est pas réglé, le chômage, ça n'est pas réglé, en dépit de promesses, les questions économiques. D'ailleurs, les politiques le peuvent-ils vraiment? Mais au bout d'un moment, vous avez quelqu'un qui se présente et qui dit « mais moi, je règle tout ». Et je règle tout pour une raison simple, c'est qu'il y a trop d'étrangers. Et puis, de façon incroyable, nos attentats, ces attentats qui nous meurtrissent, sont utilisés pour dire, mais on fait maintenant le lien entre les étrangers et les attentats. Bah, le chemin est tout tracé, c'est le chemin du populisme. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Non. Je vois pas trop le lien entre mondialisation, heureuse ou pas heureuse, et les attentats. Excusez-moi, j'ai pas compris. Mais... Bah, c'était quelque chose de complémentaire. La mondialisation, est-ce que vous en dites d'accord? Pour le reste, dites-moi et affirmez-le que les politiques ont réglé nos problèmes. Non, à l'évidence. François Hollande, plus personne n'en veut. Sarkozy, plus personne n'en voulait. Chaque fois que les politiques viennent, ils nous gavent de promesses qui n'engagent qu'eux-mêmes. Les gens, au bout d'un moment, ils l'entendent, ça. Et puis voilà une autre voie qui s'offre. Deux voies d'ailleurs qui s'offrent. Mélenchon d'un côté et Marine Le Pen de l'autre. Et les gens se disent peut-être que là. Et s'agissant d'elle, puisque c'est elle qui a franchi le premier tour, il y a les attentats qui permettent de faire le lien entre ce qu'elle dit depuis toujours et ce que son père disait d'ailleurs. Les étrangers, le poids qu'ils ont sur notre économie, l'étranger qui prend la place du français. Vous savez, c'était toute cette histoire, je préfère mon frère à mon cousin qu'à mon voisin, etc. Bon, voilà. Donc vous dites qu'il y a un terreau, celui de la mondialisation, il y a des facteurs aggravants, le terrorisme, peut-être la manière dont il est exploité. Chaque fois qu'il y a un attentat dans notre pays, le Front National monte. Oui. Charles Becbédé, vous êtes entrepreneur, conseiller municipal et une des voix de la droite conservatrice, là aussi pour vous résumer à grands traits, à quoi vous l'attribuez cette montée de cette France en colère? Clairement, d'abord, il faut distinguer, je pense, mondialisation et mondialisme. Le mondialisme, c'est cette idéologie qui vise à abolir les frontières, les peuples, les cultures, les langues. Et c'est vrai qu'on a été trop loin. Quand la mondialisation dégénère en mondialisme et qu'elle va trop loin dans ce nivellement uniformisateur, on y est, là, d'après vous ? Les peuples se réveillent, se révoltent. On l'a vu en Angleterre, on l'a vu aux États-Unis, bon, on le voit un peu chez nous. Pardon, mais la Suisse, par exemple. La Suisse qui a maintenu une identité très forte. Quand on va en Suisse alémanique, quand on va en Suisse romande, on voit qu'il y a des traditions qui sont toujours là, très fortes, qui est un pays riche aussi d'ailleurs. Le populisme, il est en Suisse. Mais justement, c'est-à-dire que cette mondialisation, elle peut être malheureuse et heureuse. Et on l'a vu, il y a des territoires qui vont en profiter, il y a les gagnants de la mondialisation, et puis il va y avoir les perdants. Et moi, je pense que la mondialisation, ça peut s'organiser. Et il faut mettre les conditions pour permettre à la mondialisation de profiter à tous les territoires. Et c'est là que, en effet, il y a eu des oppositions entre les différents candidats au premier tour, puis là, au second tour. Je pense qu'il y a des solutions, contrairement à ce Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le Front National aujourd'hui qui donne le plus de solutions à cette France qui souffre là où à la fois la droite, je dirais, entre beaucoup de guillemets républicaine, en tout cas traditionnelle et classique, n'a plus su parler aux classes populaires. Et je ne parle pas de la gauche qui, là aussi la gauche socialiste, disons, qui elle aussi ne parle plus du tout à ces classes populaires-là. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous avez laissé Marine Le Pen être la seule audible? On avait une voix, hein. C'est sûr que malheureusement notre candidat n'a pas pu passer la barre du premier tour, mais il proposait des vraies réformes structurelles qui permettaient justement d'essayer de créer des richesses, et ces richesses qui permettent de financer la solidarité, et donc, y compris dans ces territoires qui sont un peu les perdants de la mondialisation.